Imaginez un marché. Des mains vous examinent comme du bétail. Vos dents, votre peau, votre corps entier évalué en pièces d'or. Pendant 1300 ans, 14 millions d'Africains ont disparu dans un système si efficace qu'il n'a laissé presque aucune trace. Pas de descendants, pas de monuments, juste le silence. Cette histoire, le monde a tenté de l'enterrer, mais aujourd'hui, Lumière Noire la révèle. Si cette vérité compte pour vous, likez et abonnez-vous maintenant. Chapitre 1. La machine invisible. Origine et mécanisme d'un système d'effacement. L'ombre plus longue que l'histoire. Vous connaissez la traite atlantique, les navires, les chaînes, les plantations américaines. 12 millions d'Africains transportés sur 400 ans. Cette histoire a des musées, des films, des monuments. Les enfants l'apprennent à l'école, les politiciens en parlent, le monde entier la reconnaît. Mais il existait une autre traite, plus ancienne, plus longue, et selon certaines mesures, encore plus dévastatrice. La traite arabe a débuté au 7e siècle, peu après la naissance de l'islam et les conquêtes arabes qui ont balayé l'Afrique du Nord. Elle ne s'est pas terminée avec l'abolition européenne, elle a continué, et continué, et continué. L'Arabie saoudite a officiellement aboli l'esclavage en 1962, la Mauritanie en 1981. Ce ne sont pas des dates de l'histoire antique, ce sont des dates que vos grands-parents se rappellent. Il y a des gens vivants aujourd'hui qui sont nés dans des sociétés où ce commerce fonctionnait encore légalement. Laissez ces chiffres vous pénétrer. Entre 650 et 1900 après Jésus-Christ, entre 14 et 17 millions d'Africains ont été arrachés à leur foyer et transportés vers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et la péninsule arabique. Certains historiens affirment que le nombre réel est encore plus élevé, parce que les registres étaient incohérents et d'innombrables morts n'ont jamais été documentés. Plus de personnes, sur une période plus longue, à travers des routes qui s'étendaient sur 3 continents. Pourtant, presque personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que cette traite a été conçue pour ne laisser aucune trace. Et elle a réussi. Le contraste qui révèle tout. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a 45 millions de personnes d'ascendance africaine, des preuves vivantes de ce qui s'est passé. Leur existence maintient la mémoire vivante, leur lutte pour l'égalité garantissent que l'histoire n'est jamais oubliée. Au Moyen-Orient, après 1300 ans d'importation de millions d'Africains, il n'y a presque rien. De petites communautés au Yémen, des populations éparpillées dans le sud de l'Irak, quelques milliers d'Afro-Arabes au Maroc, des vestiges minuscules là où il devrait y avoir des millions. Où sont passées 14 millions de personnes ? La réponse est la partie la plus sombre de cette histoire, et c'est précisément cette réponse qui différencie cette traite de toutes les autres dans l'histoire humaine. L'effacement systématique, une stratégie délibérée. Les hommes étaient castrés. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une exagération, c'est documenté dans centaines de sources primaires couvrant plusieurs siècles. Les marchands d'esclaves arabes castraient systématiquement les hommes africains à des taux entre 80 et 90%. Pensez à ce chiffre. 8 à 9 hommes africains sur 10 qui entraient dans ce système subissaient une mutilation qui les rendait incapables de se reproduire. Cette procédure était effectuée à des points spécifiques le long des routes commerciales. Des monastères égyptiens sont devenus notoires pour cela. Des moines chrétiens coptes ont développé des techniques qui amélioraient légèrement les taux de survie. Légèrement. Pour chaque homme qui survivait à la castration, entre 3 et 5 mouraient d'hémorragie, d'infection ou de choc. Certaines sources suggèrent une mortalité encore plus élevée. Faites le calcul. Si un marchand avait besoin de 100 eunuques vivants à vendre sur le marché, il devait peut-être commencer avec 400 hommes. Les autres mouraient en hurlant dans le sable. L'économie était brutale, mais logique. Les esclaves castrés ne pouvaient pas se reproduire. Ils ne pouvaient pas former de famille. Ils ne pouvaient pas créer de communautés qui pourraient devenir assez fortes pour résister. Ils ne pouvaient pas laisser de descendants qui un jour pourraient exiger la liberté. Ils travaillaient, ils vieillissaient. Ils mouraient, et ils étaient remplacés par de nouveaux captifs du prochain raid. Génération après génération, pendant 1300 ans. Mais les femmes servaient une fonction entièrement différente. Elles étaient gardées, intactes, gardées fertiles, gardées spécifiquement à cause de ce que leur corps pouvait produire.
Ce qui leur est arrivé est une histoire que les archives historiques ne racontent qu'en euphémisme prudent, dans les silences entre les mots, dans des détails que les écrivains de l'époque considéraient trop indélicats pour décrire directement. Les marchands arabes n'étaient pas eux-mêmes des raideurs. Ils étaient des hommes d'affaires exploitant des réseaux commerciaux sophistiqués qui couvraient des continents. Ils n'attaquaient pas personnellement les villages. En revanche, ils ont créé des systèmes économiques qui incitaient les Africains à se capturer et se vendre les uns les autres. La machine qui se nourrit elle-même. Voici comment fonctionnait la machine. Des armes affluaient sur le continent. Des armes à feu européennes échangées par des intermédiaires arabes, des textiles, des biens de luxe, du sel qui était précieux dans les régions subsahariennes, et en réponse de ces marchandises, des êtres humains. Le royaume de Dahomey, dans l'actuel Bénin, est devenu l'un des principaux fournisseurs. L'économie du royaume est devenue dépendante des raids annuels d'esclaves contre les peuples voisins. Le sultanat de Zanzibar contrôlait les routes de commerce de l'Est africain. Le sultanat de Funj, du Soudan, dominait le corridor du Nil. Divers groupes touaregs contrôlaient les routes transsahariennes. Les royaumes africains faisaient la guerre à leurs voisins, non pas pour le territoire, mais pour la marchandise humaine. Les survivants capturés étaient conduits vers des points de collecte et vendus aux marchands arabes. Le cycle se nourrissait de lui-même indéfiniment. Plus d'armes signifiait plus de raids réussis. Plus de raids signifiait plus de captifs. Plus de captifs signifiait plus de pouvoir d'achat. Plus de pouvoir d'achat signifiait plus d'armes. Une machine qui se nourrissait de la misère humaine et devenait plus forte avec chaque vie qu'elle consommait. L'aube de la terreur, anatomie d'un raid. Les villages étaient attaqués à l'aube, quand la résistance était la plus faible. Des guerriers encerclaient les installations pendant que les gens dormaient. L'assaut était soudain et écrasant. Les hommes qui résistaient étaient tués immédiatement. Les hommes qui se rendaient étaient évalués sur place. L'âge, la santé, la force. Les jeunes hommes forts étaient séparés pour la castration et la vente. Les hommes plus âgés, sans valeur marchande, étaient fréquemment tués là où ils se tenaient. Pas de prisonniers inutiles, pas de bouches inutiles à nourrir. Mais les femmes faisaient face à des calculs entièrement différents. Les marchands les examinaient avec des critères spécifiques en tête. L'âge comptait énormément. Les filles trop jeunes nécessiteraient des années de nourriture avant de devenir utiles. Les femmes trop âgées avaient une valeur diminuée. La fourchette idéale était d'environ 13 à 25 ans, assez âgés pour survivre au voyage brutal à venir, assez jeunes pour des décennies d'utilisation. L'apparence physique affectait dramatiquement le prix. Les marchés arabes avaient des préférences spécifiques que les marchands expérimentés connaissaient intimement. Certains types de corps, certaines caractéristiques. Différents marchés préféraient différentes caractéristiques. Les femmes éthiopiennes commandaient des prix premium sur presque tous les marchés. Leurs traits étaient considérés comme particulièrement désirables. Elles pouvaient se vendre au double ou au triple de ce que les femmes d'autres régions rapportaient. Les femmes qui répondaient aux critères souhaitables étaient séparées immédiatement. Elles recevraient un traitement marginalement meilleur pendant le transport. Pas par compassion, jamais par compassion. La marchandise endommagée se vendait moins cher. Protéger l'investissement avait un sens économique. La séparation, le moment où l'humanité est déchirée. La séparation des familles se produisait sur les sites de capture ou au point de collecte. Des mères arrachées à leurs enfants, des maris séparés de leurs femmes, des sœurs de leurs frères. Les liens de toute une vie brisés en quelques instants, sans espoir de réunion. Les explorateurs et missionnaires européens qui ont témoigné de ces séparations ont laissé des récits décrivant des scènes d'un chagrin inimaginable. Les cris, l'accrochage désespéré, alors que les familles essayaient de se tenir les unes aux autres pendant quelques secondes de plus. Les derniers moments de contact avant que les chaînes ne soient tirées et que des personnes qui s'étaient aimées toute leur vie soient traînées dans des directions opposées pour ne jamais plus se rencontrer, pour ne jamais savoir ce qui était arrivé à l'autre. Un missionnaire a écrit que les sons hantaient ses rêves pendant des années après, qu'il pouvait encore entendre les mères appeler leurs enfants des années plus tard, que peu importe jusqu'où il voyageait ou combien de temps passait, ces cris le suivaient. Ces cris ont résonné à travers l'Afrique pendant 1300 ans, et presque personne dans le monde extérieur ne les a entendus. Les points de collecte, où l'horreur devient commerce. Une fois capturés, les esclaves étaient amenés vers des points de collecte stratégiques. Ces endroits étaient des centres nerveux du commerce où la misère humaine était transformée en profit commercial. Des enclos fortifiés, des baraquements, des zones de tri. C'est ici que la transformation finale avait lieu. La transformation de personnes avec des noms, des familles, des histoires, des rêves, en marchandises avec des prix. Les marchands évaluaient leur inventaire, décidaient qui irait où,
Qui valait le voyage à travers le Sahara vers les grands marchés du Nord? Qui serait vendu localement? Qui ne survivrait probablement pas au voyage et donc devait être éliminé avant de représenter une perte? Les calculs étaient purement économiques. Chaque décision était une question de profit et de perte. L'humanité n'entrait jamais dans l'équation. La dimension économique, un système parfaitement rationnel. Ce qui rend cette traite particulièrement horrible, c'est son efficacité économique parfaite. Chaque élément du système était optimisé pour le profit maximum avec la résistance minimum. La castration des hommes n'était pas de cruauté gratuite, c'était une stratégie commerciale. Des esclaves qui ne pouvaient pas se reproduire signifiaient une demande constante. Aucune population croissante d'esclaves nés localement qui pourrait éventuellement déprimer les prix. Une nécessité perpétuelle d'importation qui maintenait les marchands en affaires génération après génération. Le traitement des femmes n'était pas non plus aléatoire. Elles étaient maintenues fertiles parce que leurs enfants avaient de la valeur. Un enfant né d'une esclave et d'un propriétaire arabe était légalement libre selon la loi islamique. Mais cet enfant diluait légalement le patrimoine africain, mêlait les lignées, effaçait graduellement les traces visibles de leurs origines. En quelques générations, les descendants de ces femmes ressemblaient à des Arabes, parlaient arabe, pratiquaient l'islam. Leur héritage africain devenait invisible. C'était l'effacement ultime, non pas par le meurtre, mais par l'absorption. Pourquoi cette histoire reste cachée? Il y a des raisons pour lesquelles cette histoire n'est pas enseignée, des raisons pour lesquelles elle n'a pas de film hollywoodien, pas de mouvements mondiaux de reconnaissance, pas de journées commémoratives. Premièrement, il n'y a presque pas de descendants pour la raconter. La traite atlantique a laissé des millions de personnes qui peuvent dire « mes ancêtres ont subi cela ». La traite arabe a laissé le silence. Les hommes ne pouvaient pas avoir d'enfants. Les enfants des femmes sont devenus arabes. Il n'y a personne pour réclamer cette histoire comme la sienne. Deuxièmement, cela complique des narratifs contemporains. Dans le discours moderne sur l'esclavage, il y a souvent une ligne claire entre oppresseurs et opprimés, entre l'Occident esclavagiste et l'Afrique victimisée. Cette histoire montre que l'esclavage était pratiqué à travers les cultures, que des Africains ont asservi d'autres Africains, que le monde islamique était aussi impliqué que le monde chrétien. Troisièmement, et peut-être le plus important, reconnaître cette histoire exigerait des conversations difficiles dans des régions qui préfèrent ne pas les avoir. Cela exigerait que les nations du Moyen-Orient confrontent un passé qu'elles n'ont jamais vraiment examiné. Cela exigerait que les pays africains reconnaissent la complicité de leurs propres ancêtres. L'espoir dans la connaissance. Mais voici pourquoi cette histoire suscite de l'espoir pour l'Afrique, comme le dit Lumière Noire. Parce que connaître son histoire complète, même les parties douloureuses, même les parties que d'autres ont essayé d'enterrer, c'est le pouvoir. L'Afrique n'a pas été victime d'une seule force. Elle a survécu à de multiples traites, à de multiples systèmes d'oppression. Elle a enduré et persiste. Ces peuples portent en eux la résilience de ceux qui ont survécu à l'inimaginable. Connaître cette histoire, c'est comprendre que l'Afrique n'est pas définie par ce qui lui a été fait. Elle est définie par sa survie malgré tout ce qui lui a été fait. Et connaître cette histoire, c'est aussi s'assurer qu'elle ne puisse plus jamais se reproduire, que jamais plus des millions de personnes ne puissent disparaître dans le silence, que jamais plus l'humanité ne puisse être effacée si complètement. Si vous êtes toujours là, c'est que cette vérité résonne en vous. Montrez-le. Frappez ce bouton « Like ». Abonnez-vous à Lumière Noire parce que chaque abonné est une voix de plus qui dit « Cette histoire compte, ces vies comptaient et nous n'oublierons pas ». Chapitre 2. Le voyage de la mort, les routes qui avalaient les vivants. Le Sahara, un cimetière sans pierre tombale. Imaginez la distance entre New York et Denver. Maintenant, imaginez la marché enchaînée avec presque pas d'eau sous un soleil qui tue. Des points de collecte en Afrique subsaharienne jusqu'au grand marché d'Afrique du Nord, Tripoli, Tunis, Le Caire, Marrakech. Les caravanes parcouraient des distances dépassant 7500 km. Certaines routes s'étendaient sur plus de 2000 km. Le voyage prenait 2 à 3 mois dans des conditions optimales. Les conditions n'étaient jamais optimales. Le Sahara est le plus grand désert chaud de la Terre. Les températures diurnes dépassent régulièrement 50 degrés Celsius. Le sable devient si chaud qu'il brûle la peau au contact. L'ombre n'existe pas pendant des centaines de kilomètres. Puis la nuit tombe et la température s'effondre. Le même désert qui vous a bouilli pendant la journée peut descendre en dessous de zéro après la tombée de la nuit. Le simple balancement de température tuait d'incomptables personnes. Votre corps ne peut pas s'adapter à un tel extrême. Vous cuisez pendant 12 heures, puis vous gelez pendant 12 heures.
jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. L'argent était la monnaie de la vie et de la mort. Les argentés étaient essentiels pour transporter les marchandises. Les argentés coûtaient cher. Les argentés étaient remplaçables. Alors les esclaves recevaient l'eau qu'il restait après que les animaux aient bu. Pensez à cette logique pendant un moment. Vous valez moins qu'un animal. Votre vie entière, tout ce que vous avez vécu, tous ceux que vous avez aimés, tous vos rêves et espoirs, tout cela vaut moins que la santé d'un argenté. Les lèvres se fissurent jusqu'à saigner. La langue enfle au point où vous ne pouvez plus parler. Votre urine devient foncée, puis s'arrête totalement. Votre peau se sèche et se craque, vos yeux s'enfoncent dans votre crâne. Et tout ce temps, la connaissance folle qu'il n'y a rien à boire et des centaines de kilomètres de sable brûlant encore devant vous. La déshydratation ne vous tue pas instantanément, elle vous torture d'abord. Vos pensées deviennent confuses. Vous commencez à voir des choses qui n'existent pas, des mirages d'oasis, d'eau fraîche, de relief qui n'arrivera jamais. Certains devenaient si désespérés qu'ils buvaient leur propre urine. Cela ne faisait qu'accélérer la déshydratation. La nourriture était minimale, des dattes séchées principalement, parfois de la viande. Juste assez de calories pour garder les jambes en mouvement. N'est jamais assez pour maintenir la santé sur des mois de marche. Votre corps commence à se consumer lui-même, d'abord la graisse, puis le muscle. Vous pouviez sentir votre corps se rétrécir, devenir plus faible chaque jour. La faim constante devient une douleur sourde qui ne disparaît jamais. Elle est là quand vous vous réveillez, elle est là quand vous vous endormez. Elle marche avec vous à chaque pas. Les enfants souffraient le plus. Leur petit corps n'avait pas les réserves pour endurer. Les caravanes laissaient régulièrement derrière elles des enfants qui ne pouvaient plus suivre le rythme. Pas de sentimentalité, pas de compassion. S'arrêter pour aider les mourants signifiait perdre les vivants. L'économie ne supportait pas la compassion. Les gens étaient abandonnés vivants, trop faibles pour marcher davantage, laissés assis dans le sable pendant que la caravane avançait, regardant les silhouettes de leurs compagnons captifs disparaître à l'horizon, sachant qu'ils allaient mourir, seuls, dans le désert infini. Certains mouraient rapidement de déshydratation, d'autres prenaient des jours, conscients, lucides, sachant exactement ce qui leur arrivait, attendant que la mort vienne enfin. Les routes sont devenues marquées par les eaux. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Heinrich Barth, un explorateur allemand qui a traversé le Sahara dans ces années 1850, a documenté ce qu'il a vu. La route était littéralement jonchée de squelettes blancs. Dans certaines vallées, les os étaient si nombreux qu'on ne pouvait à peine éviter de marcher dessus. Des crânes blanchis par le soleil, des cages thoraciques à moitié enfouies dans le sable mouvant. Ces restes n'étaient pas anciens. C'étaient des ajouts récents, frais, à des sentiers qui accumulaient des corps depuis plus de 1000 ans. René Caillet a documenté des horreurs similaires sur les routes occidentales. Il a décrit des vallées qui apparaissaient blanches de loin, non pas à cause du sable, mais à cause des os accumulés. Des vallées entières, blanches d'ossements humains. Gustave Nachtigal a écrit avoir traversé des régions où les crânes et les os donnaient au sable une qualité presque pavée sous les pieds. Marcher sur les restes de centaines, de milliers de personnes qui avaient tenté ce même voyage avant lui. Des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions sur 13 siècles. Leurs restes éparpillés à travers le plus grand désert du monde, marquant les chemins qui les ont avalés. Témoignage silencieux d'un commerce que le monde a choisi d'ignorer. Les tempêtes de sable, quand le désert attaque. Et puis, il y avait les tempêtes de sable, des murs de sable et de vent qui se matérialisaient sans avertissement. Le ciel s'assombrit, le vent hurle. Soudain, vous ne pouvez rien voir à 1 mètre devant vous. Le sable vous fouette la peau comme des milliers d'aiguilles. Il entre dans vos yeux, votre nez, votre bouche. Vous ne pouvez pas respirer sans inhaler du sable. Les caravanes s'arrêtaient, tout le monde se couvrait et attendait. Les tempêtes pouvaient durer des heures, des jours. Pendant ce temps, pas d'eau, pas de nourriture, juste le sable vous ensevelissant vivant. Quand la tempête se terminait, il y avait toujours des corps, des gens qui s'étaient éloignés et s'étaient perdus, des gens trop faibles pour résister, des gens simplement enterrés sous le sable et asphyxiés. Les caravanes ne cherchaient pas les disparus. Elles comptaient les survivants et continuaient. Le désert réclamait son tribut. C'était simplement le coup de faire des affaires. Les prédateurs, humains et animaux. Le désert avait aussi des prédateurs.
des hyènes qui suivaient les caravanes, attendant que quelqu'un tombe en arrière, des chacals qui se nourrissaient des corps laissés derrière. Pendant la nuit, vous pouviez les entendre, hurlant, se rapprochant, attendant. Mais les prédateurs les plus dangereux étaient humains. Des bandes de pillards attaquaient les caravanes affaiblies. Ils ne voulaient pas les esclaves épuisés, ils voulaient les marchandises, l'or, les textiles, les armes. Ils tuaient les marchands, prenaient tout ce qui avait de la valeur et laissaient les esclaves mourir dans le désert. Certains raideurs prenaient les femmes les plus jeunes et les plus fortes, pas pour les vendre sur les marchés établis, pour leur propre usage. Ces femmes disparaissaient complètement du système commercial. Leur sort était souvent pire que celles qui atteignaient les marchés officiels. Les points de vie ou de mort. Le long des routes établies, il y avait des puits, des points d'eau espacés de plusieurs jours de marche. Atteindre un puits signifiait la survie pour quelques jours de plus. Rater un puits signifiait la mort certaine. Mais les puits étaient aussi des points de danger maximal. Des caravanes se rencontraient au puits, des rivalités éclataient, des disputes sur les droits à l'eau pouvaient devenir violentes. Les esclaves étaient souvent les derniers à boire, après que tous les humains libres et tous les animaux aient étanché leur soif. Parfois, les puits étaient à sec. La caravane arrivait, après des jours de souffrance, espérant le soulagement, pour trouver un trou vide. Les marchands décidaient alors, continuer vers le prochain puits et risquer de tout perdre, retourner, attendre, espérer. Quelle que soit la décision, des gens mouraient. Les esclaves d'abord, bien sûr. Toujours les esclaves d'abord. La psychologie de l'endurance. Comment survit-on à quelque chose comme ça ? Comment votre esprit reste-t-il intact quand votre corps est détruit jour après jour, quand vous regardez les gens autour de vous mourir, quand vous savez que vous pourriez être le prochain ? Certains se sont arrêtés mentalement. Ils continuaient à marcher, mais leur esprit s'était éteint. Des coquilles vides se déplaçant par pure inertie physique. Ces personnes mouraient, même après avoir atteint la destination. Leur corps avait survécu, mais quelque chose d'essentiel en eux était mort dans le désert. D'autres ont développé une détermination féroce, une rage de survivre, un refus de laisser ce système les détruire. Ces personnes portaient leur humanité comme une armure. Vous pouvez enchaîner mon corps, mais pas mon esprit. Vous pouvez me marcher jusqu'à la mort, mais je mourrai sachant qui je suis. Cette résistance spirituelle était peut-être la chose la plus dangereuse pour le système, parce qu'elle signifiait que même dans la déshumanisation totale, l'humanité persistait, que l'esclavage ne pouvait jamais vraiment réussir complètement. Les survivants, arrivés au port du Nord. Pour les femmes qui ont survécu, qui ont quelque sorte enduré la chaleur, le froid, la soif, la famine, l'arrivée dans un port d'Afrique du Nord signifiait que la mort immédiate s'était arrêtée. Beaucoup sont arrivés brisés d'une manière qui ne se voyait pas à la surface. Leur corps avait fait le voyage, leur esprit ne l'avait pas fait. Ils marchaient, ils respiraient, mais quelque chose d'essentiel s'était éteint quelque part dans le sable. Leur épreuve n'était pas terminée. Elle se transformait simplement en quelque chose d'autre, quelque chose d'aussi horrible, mais différent, parce que maintenant venaient les marchés. Le témoignage des explorateurs européens. Les quelques Européens qui traversaient avec ces caravanes ont laissé des témoignages glaçant le sang. Ils n'étaient pas abolitionnistes à l'origine. Beaucoup étaient simplement des explorateurs, des aventuriers, des scientifiques. Mais ce qu'ils ont vu les a changés. Un explorateur français a écrit « Je suis parti avec une caravane de 2000 âmes. Nous sommes arrivés avec moins de 1200. Les corps jalonnaient notre route comme des marqueurs de kilomètres. J'ai vu des choses que je ne peux pas écrire, des choses qui hanteront mes nuits pour toujours. » Un autre a documenté « Le Sahara est le plus grand cimetière que Dieu ait jamais permis, et les Donnais ne reposent pas en paix. Ils reposent dans la torture où ils sont tombés, sous un soleil qui cuit leur bossement blanc. » Ces témoignages ont circulé en Europe, ils ont contribué aux mouvements abolitionnistes, mais même alors, l'attention se concentrait principalement sur la traite atlantique. La traite arabe restait dans l'ombre, largement ignorée par la conscience mondiale. La géographie de l'horreur. Il y avait plusieurs routes principales à travers le Sahara. Chacune avait ses propres dangers, ses propres taux de mortalité, ses propres champs d'ossements. La route occidentale allait du Mali et du Sénégal vers le Maroc et l'Algérie. Elle traversait certaines des régions les plus chaudes du Sahara. Les taux de mortalité atteignaient parfois 40%. La route centrale allait du bassin du lac Tchad vers la Libye.
Elle était la plus longue, la plus dangereuse. Les caravanes pouvaient perdre plus de la moitié de leurs captifs. La route estique suivait la vallée du Nil depuis le Soudan vers l'Égypte. Elle était plus courte, mais toujours mortelle. Les estimations suggèrent que 20 à 25% mouraient en route. Chaque route a son propre musée d'horreur, ses propres vallées d'ossements, ses propres histoires de souffrances inconcevables. L'indifférence systémique. Voici ce qui est peut-être le plus choquant. Ce n'était pas un secret pour personne. Des gouvernements le savaient, des institutions religieuses le savaient, des puissances commerciales le savaient, tout le monde le savait. Et presque personne n'a rien fait. La traite atlantique a enfin fait face à une opposition massive. Des mouvements abolitionnistes ont balayé l'Europe et l'Amérique. Des guerres ont été menées pour y mettre fin. Des sociétés entières ont été transformées. Mais la traite arabe, elle a continué. Décennie après décennie, siècle après siècle, les eaux s'accumulant dans le désert, les vies détruites par millions, et le monde regardé ailleurs. Pourquoi ? En partie parce qu'elle se déroulait loin des yeux occidentaux, en partie parce qu'elle n'impliquait pas directement les économies européennes de la même manière, en partie parce que confronter le monde islamique sur cette question était politiquement compliqué. Mais surtout parce que les victimes n'avaient aucune voix. Elles mouraient dans le silence. Leurs os blanchissaient sous le soleil africain, et personne ne parlait pour elles. L'héritage dans le sable. Aujourd'hui, ces routes existent toujours. Vous pouvez les suivre sur des cartes. Vous pouvez même les parcourir, si vous êtes assez brave ou fou. Des touristes le font, dans des 4x4 climatisés avec des réserves d'eau abondantes et des GPS. Mais si vous savez où chercher, si vous vous éloignez des routes touristiques, vous pouvez encore trouver les preuves. Des ossements qui émergent du sable lors des tempêtes. Des objets, des chaînes, des bracelets de fer, des colliers d'esclaves, enterrés peu profondément. En 2020, des archéologues en Libye ont découvert une fosse commune. Des centaines de restes. L'analyse a révélé qu'ils étaient des Africains subsahariens morts au XVIIIe ou XIXe siècle. Presque certainement des esclaves qui n'ont jamais terminé la traversée, qui se sont effondrés et ont été laissés derrière pendant que la caravane avançait. Ils n'avaient de nom dans aucun registre, aucun descendant pour les réclamer. Personne, nulle part dans le monde, qui se souvenait qu'ils avaient jamais vécu. Pas de pierres tombales, pas de mémoriaux, personne pour les pleurer. Juste des os dans le désert. Vous vous demandez peut-être comment une histoire aussi sombre peut-elle donner de l'espoir ? Comment la connaissance de cette souffrance massive peut-elle être quelque chose d'autre que déprimante ? Voici pourquoi. Parce que malgré tout cela, l'Afrique existe toujours. Ses peuples existent toujours. Après des siècles d'être la cible de multiples systèmes d'esclavage, après avoir perdu des dizaines de millions de ses enfants, l'Afrique n'a pas été détruite. Cela témoigne d'une résilience qui défie la compréhension. Cela témoigne d'une force d'esprit qui refuse d'être brisée. Les esclaves qui ont marché à travers ce désert et ont survécu portaient cette force en eux. Leurs descendants la portent toujours. Et connaître cette histoire signifie qu'elle ne peut plus être utilisée pour exploiter. Le silence permet la répétition. La vérité rend la répétition plus difficile. Chaque personne qui apprend cette histoire devient un gardien contre son oubli. L'Afrique ne sera plus jamais définie seulement par ce qui lui a été fait. Elle sera définie par sa survie, par sa résistance, par son refus de disparaître malgré des siècles d'efforts pour l'effacer. Prêt à affronter la vérité, même quand elle brûle. Montrez que vous refusez le silence. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Lumière Noire. Partagez cette histoire. Parce que chaque partage est un os qui trouve enfin sa voie. Chaque vue est une vie qui n'est plus oubliée. Ne les laissez pas mourir deux fois. Une fois dans le sable et une fois dans notre mémoire collective.